cet essai que je vais essayer d'habiter, que je voudrais appeler le noir d'un instant. Le noir d'un instant. Le, la nuit est tombée, si je puis dire, la nuit est là, et cette obscurité qui n'est pas encore là, qui est en train de s'amener. C'est vrai on voit encore, mais on sent que c'est la nuit. C'est ça qui est paradoxal dans l'affaire. La nuit n'est pas encore là, mais elle est déjà là. Et le noir d'un moment, le noir d'un instant, d'une certaine façon, nous sommes toujours un peu prisonniers de cette façon de voir le monde, le noir et le blanc, comme si c'était si évident que cela, comme si ces deux couleurs étaient réellement dans une identité, dans une identité fermée, dans une identité intégrale, dans une spécificité intégrale. Ce que nous appelons noir n'est pas noir. C'est une façon que nous avons de traduire une certaine absence de lumière, une certaine contraction de la lumière, de la luminosité, jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose. C'est à un moment donné, si euh, en l'absence de lumière, les choses deviennent un peu plus petites. Notre capacité de, de cerner le monde se réduit. Nous ne voyons plus que ce qui est à côté de nous, mais nous ne voyons plus au loin. Ainsi, c'est cela en quelque sorte l'obscurité. C'est ce qui nous oblige à devoir trouver des palliatifs pour essayer de vivre malgré le fait qu'on soit dans une situation qui ne convient pas. Nous devons nous appuyer non pas sur nos sens, mais sur des artifices pour pouvoir. Mais malgré ces artifices, nous sommes dans un temps qui ne nous est pas favorable. Ainsi, sortir de cette approche ô combien stérile de dire le noir, la nuit noire. Non, elle n'est jamais noire. Elle n'est jamais noire, elle n'est jamais absolument inaccessible. Il y a toujours moyen, ne serait-ce que par le toucher. L'intérêt de la lumière, c'est que, comme l'intérêt du manque, quand on nous manquons de quelque chose, nous avons un rapport tout à fait démesuré aux choses. Nous manquons de quelque chose, nous la valorisons à un degré tel. Et donc, quand nous sommes, la nuit nous permet justement de valoriser le jour. Nous savons, le jour est fait pour nous. Nous sommes des êtres diurnes et le jour est fait pour nous. Nous sommes beaucoup plus dans l'initiative, nous sommes plus en élan. Alors que la nuit, la plus petite chose nous devient euh, inaccessible, presque hostile. Ainsi, nous ne sommes plus à notre place. Voilà, un petit... la nuit, c'est ce qui nous fait peur, ça se présente à ce moment-là. Ça se présente, c'est jamais des êtres qui nous sont familiers, c'est à chaque fois, c'est qu'on ne voit pas pendant la journée, on est en contact avec la nuit. La nuit permet, par exemple,
les serpents sont beaucoup plus actifs la nuit parce qu'il fait moins chaud. Et d'une certaine façon, un certain nombre d'êtres qui nous posent problème, ils sont plus actifs la nuit. Et donc, ils sont actifs et nous ne les voyons pas. Ils peuvent aussi, à un certain moment, le jour, ils sont actifs, mais ils peuvent être complètement rendus apathiques par la chaleur. Tandis que la nuit, ça leur permet quand même de retrouver une certaine capacité d'agir. Et, et voilà, donc un petit moment, je voulais en fait traiter par rapport à ce qui se présente pour nous et ce qui est en fait, quelquefois par rapport à ce qui va nous arriver, à cette chose qu'on nomme futur, qu'on nomme... et d'une certaine façon, nous sommes un peu dans une certaine certitude, puisque nous avons acquis une expérience qui nous permet de nous projeter. Ainsi, nous disons que nous serions encore là pour quelque temps, nous habiterions cette terre pendant encore quelque temps et nous faisons confiance pour être là, je ne sais pas, 2020, 2025. Après, on commence un peu à douter. Le doute ne s'installe pas de façon immédiate, il met du temps. Mais, mais à côté, nous avons aussi à prendre en compte des éléments inconnus. Il y a toujours des inconnus dans cette équation qui nous resteront inconnus et devons en tenir compte. On ne sait jamais ce qui est... En fait, on ne sait jamais ce qui va se produire. Nous avons cette tendance à nous sentir rassurés et parce que nous avons peut-être besoin de cela. Et l'instant d'après, c'est la rupture. On sait que la rupture est une possibilité, d'une certaine façon, inévitable. Et pourtant, parce qu'elle ne se produit pas au moment où on est peut-être on serait le plus préparé, elle se produit à l'improviste. Voilà, on sait que même si on a cette certitude, donc il y a toujours un risque d'une discontinuité, d'une divergence telle qu'elle va tout déterminer. Toute la suite sera déterminée. À un moment, comme on dit, je vois flou. À un moment donné, peut-être le moment de s'adapter quand on passe de l'obscurité, la lumière à l'obscurité, le moment d'adaptation. Nous avons besoin un peu de cette adaptation aux conditions qui changent. À un moment donné, je vois flou, je vois pas, j'ai besoin de, comment on appelle ça, au niveau oculaire, je ne trouve pas le terme. J'ai besoin d'ajuster ma vision, je ne sais plus. Non, c'est pas le terme. Bon, peu importe, nous avons besoin un peu dans cette... Là, c'est encore un entre-deux, même si ça ne se voit pas à la caméra, c'est un entre-deux. Je vois encore le bâtiment qui est devant moi, je vois encore le ciel, il est bleu, ou il est bleu ciel justement, et je vois encore. Et c'est un entre-deux. Je ne vois pas encore flou, je vois bien. Évidemment, je suis bloqué dans ma vision par le bâtiment qui se trouve à côté, en face. Mais euh, c'est, comment dire, ouais, l'idée, le flou dans la vision, un peu l'indistinct de la vision. C'est à un moment donné, voilà, c'est comme si on était à un moment donné frappé par une cécité provisoire. À un moment donné, rien ne nous apparaît plus. Nous devenons aveugles à tout ce qui nous entoure. Il y a des moments où nous cessons de voir. Nous devenons un peu nous arrêtons de voir, comme nous pourrions arrêter de respirer, nous arrêtons de voir.
et on nous voit, soit on voit flou, soit on ne voit pas du tout. Et à un moment, par rapport à notre destin, il y a des moments où on ne sait plus comment entreprendre, comment considérer les choses. Nous sommes devant une nécessité qui peut durer, une sorte d'impuissance qui peut durer un certain temps. Donc, j'oblige la caméra, donc je n'ai rien inscrit, donc la caméra enregistre quelque chose qui ne se voit pas. On pourrait dire pourquoi enregistrer un peu le noir, même si, je le répète, la caméra ne voit pas l'aspect. C'est comme si l'aspect, cette nuit qui s'installe, et là je profite parce que c'est assez inédit, je profite de l'absence du lampadaire qui lui introduit cette lumière artificielle qui génère un dérangement. Et là, en l'absence de ce lampadaire, et comme si on était encore dans un rythme naturel, que la nuit tombe à son rythme et que nous allons entrer dans, dans, un, dans un autre territoire et en fait, cette nuit qui tombe, qui n'est pas, je le répète, il n'y a pas de sombre, il n'y a pas de noir là-dedans. C'est comme si c'est encore clair et en même temps c'est comme s'il y avait du bleu, ou s'il y avait une couleur un peu bleu transparent qui interfère. Bien sûr, on peut avoir des bleus qui arrivent jusqu'à devenir transparents. Bon, bah, et donc ça fait comme s'il y avait une transparence bizarre. Donc si je dois décrire, ça fait une transparence, mais ça ne fait pas une obscurité. Il n'y a a priori pas d'obscurité. C'est parce que nous vivons environnés de lumière que nous allumons, que nous trouvons dès que la nuit tombe, que nous pensons que la nuit est une réalité impossible, qui est une réalité qui se présente sous une forme de totalité. Or, elle n'est pas totale, elle est elle a plusieurs dimensions, ou alors elle a plusieurs aspects. Elle arrive avec une certaine... elle arrive... Là, par exemple, j'ai l'impression que la transparence est en train de se remplir euh, d'une certaine... de se texturer de quelque chose d'un peu comme si les points grossissaient, ils faisaient, et donc ils sont dans le, je sais pas, c'est mes yeux peut-être qui réagissent de cette façon. En tout cas, la transparence qui était là il y a un instant est en train de se remplir comme si le voile, au lieu de devenir transparent, il devait un peu plus sombre, un peu plus, le voile, la vision du voile a disparu et c'est quelque chose de plus lourd, un peu plus épais qui s'installe. Donc, il ne s'agit pas d'un entre-deux, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus riche. Ainsi, la proposition en entre-deux est tout à fait insuffisante. C'est pour ça, quelquefois, je passe à l'entre-trois, à l'entre-quatre, à l'entre-cinq. Il y a énormément de registres, il y a énormément de densité dans cette arrivée de la nuit. Qu'il faut. Et c'est cela, en fait, finalement, quand nous sommes dans un rapport binaire en passant de l'obscurité à la lumière, cette façon de voir, nous privons de cette richesse et de ce potentiel qu'ont les différents éléments. C'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Et donc, c'est vrai que tout à l'heure, il y a eu l'arrivée d'une mère femelle qui était venue pour manger des pommes, des morceaux de pommes que j'avais posés. Et c'est vrai que autant là, les fenêtres ouvertes, et ça me permet de l'entendre, mais d'avoir fait, à un moment donné, comme nous sommes dans un rapport un peu fermé,
nous faisons plus attention à ce qui vit à nos côtés. Donc il y a les cris, et ça fait des cris un peu particuliers. Ce n'est pas le chant, c'est la femelle, je ne sais pas, elle proteste, elle s'annonce, toute une variété de cris. euh, et donc, nous pouvons finalement nous satisfaire d'un certain nombre de choses qui nous viennent de l'extérieur sans avoir besoin à tout moment d'avoir recours à des trucs artificiels. Nous pouvons vivre la nuit. À un certain moment, je dis, il n'y a pas d'obligation là-dedans. Nous pouvons vivre la nuit de façon tout à fait, j'allais dire, primaire, sans rien, la nuit par elle-même, par le silence et par les choses qui peuplent ce silence. Il n'y a pas plus insupportable bruit que le bruit que nous faisons nous-mêmes, et surtout les bruits qui n'ont pas d'origine naturelle, car ils ne nous font pas inscrire dans un réel, ils ne font que nous déranger. Ainsi, le bruit d'une merle ou d'un merle femelle, même si c'est puissant, c'est fort, c'est pas un bruit agréable, mais ça je l'accepte. Je l'accepte non comme un dérangement, je le prends comme un élément tout à fait normal et dans une globalité. Alors qu'il y a un bruit d'une voiture, un cri d'une personne, à la rigueur, je prendrais, parce que j'ai été formé comme ça, je prendrais les aboiements d'un chien, je prendrais le braillement d'un âne au milieu de la nuit. Il y a des choses comme ça que je peux accepter. Évidemment, si on est à côté d'une étable et qu'on entend les vaches bouger toute la nuit parce qu'on les a privés de leurs petits, les petits sont pas loin, ils les entendent, etc. Là, c'est autre chose. Là, c'est un bruit. Mais on parle de bruit de, qui, tout en étant proche, reste un peu lointain. Et c'est vrai que ça fait une vision un peu idéale, un peu idéalisée, donc un peu irréelle des choses. Nous nous aimons que les choses que nous pouvons aimer, et toutes les choses que nous pouvons détester, qui seraient à même de nous déranger, ces choses-là, nous aimerions qu'elles n'existent pas. C'est un peu drôle comme histoire. Et c'est vrai qu'on oublie qu'après tout, notre meilleur ennemi, c'est pas nous-mêmes, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est vrai qu'il peut y avoir des dangers multiples, un serpent, un scorpion, plein de choses comme ça, ou une veuve noire, tiens, pour ne pas l'oublier, elle aussi elle a le droit d'être citée, mais un être humain qui vient comme ça au milieu de la nuit et qui vient vous briser un peu votre rêve, qui vous détruit pour le restant de vos jours, ça ne ressemble pas du tout à une piqûre de serpent. Moi, une piqûre de serpent, ça vous tue ou ça vous fait mal, mais après, vous n'êtes pas traumatisé à vie par cette piqûre. Vous arrivez, une fois que si vous y survivez, ça va, mais si vous n'y survivez pas, alors qu'on dit qu'une attaque d'un être humain en plein milieu de la nuit, d'aller dire plusieurs êtres humains, et qui vous mettent en difficulté, qui vous saucissonnent, qui commencent à vous torturer, et puis qui vous mettent vraiment dans l'impuissance. Et vous voyez cette impuissance, et vous êtes réduit à rien, vous êtes dépendant d'êtres qui cherchent à vous dépouiller, qui cherchent, ils vous font plus mal que je veux dire, si ce n'est pas tant que vous possédiez beaucoup, c'est surtout qu'ils vont vous traumatiser et traumatiser ceux auxquels vous tenez pour le restant de vos jours. C'est ça le truc. À la rigueur, si ce n'est pas ce que vous perdez, ce n'est pas le matériel. Donc voilà, d'une certaine façon, la nuit et tout ce qu'elle amène. Et en cet instant, j'espère qu'elle sera un peu... Il y
y a sûrement de par le monde des êtres qui vont subir des attaques cette nuit. Et c'est clair qu'il y a toujours ce qu'on appelle des malfaiteurs, des malfaisants et des êtres plus que méchants qui, pour leur bien-être propre, pensent attaquer à autrui, mais à la dérobée. Ils vont profiter de la nuit pour attaquer. C'est on est arrivé à un stade où il est quand même 7 heures et quelques du soir. On est arrivé à un stade où ce qui était apparent est devenu un peu moins apparent. Le ciel bleu, je le devine encore bleu, mais c'est un voile, mais un voile quand même. Il y a des éléments, il y a des choses, il faut que je fasse un effort pour les voir. Le ciel, je le vois sans faire d'effort, tandis que des parties du mur me deviennent inaccessibles. Mais je ne me sens pas dérangé par par cette absence de lumière, on va dire. C'est évidemment ce type de parole et je sais pas, ça aurait mérité d'être utilisé ailleurs, juste pour parler à quelqu'un, comme ça, pour échanger avec quelqu'un. Seulement, il n'y a personne. Et c'est vrai que le problème des échanges, c'est qu'il faut aussi accepter que l'autre puisse s'exprimer. Donc, on ne peut pas mener la petite rêverie jusqu'au bout. Et donc, ça ne peut pas se présenter comme ça se présente en ce moment. Et donc, l'intéressant et un peu bizarre dans cette histoire, c'est qu'on dit ces mots pour qu'ils restent vivants. Et que d'une certaine façon, je sais que je ne vais pas être dans les mêmes dispositions demain, si j'ai encore, et si je suis encore là, je ne serai pas dans les mêmes dispositions, j'aurai allumé la lumière beaucoup plus tôt. Et c'est vrai que ce qui me manque aussi, ce sont les bruits. Là, tous les oiseaux se sont un peu reposés pour la nuit. Là, c'est évident que je ne vais pas entendre. Et en ville, il n'y a pas de chouette, donc il n'y a pas de possibilité. Et ce qui me manque, c'est aussi les odeurs. À un moment donné, il y a des odeurs. Nous sommes ainsi réduits à à attendre des stimulations qui nous viennent de façon tout à fait qui n'ont qui ne sont pas dans notre réalité, mais ils remplacent donc tout le reste. Donc pas de stimulation olfactive, auditive et directe, c'est uniquement à travers ce que la télé, ce que l'internet nous permet d'approcher. Et je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais nous nous privons d'un certain nombre de d'un certain nombre de facultés qui restent inutilisées. C'est on a l'impression d'être réduit à moins que à moins un peu moins, on a été un peu euh, privé de, de certains sens parce qu'ils ne sont pas utiles. À quoi bon sentir, être capable de sentir si il n'y a rien à sentir, ni herbe, il n'y a rien, ni ça peut être l'herbe, ça peut être des choses qui viennent des animaux, ça peut être des odeurs très variées. Ce n'est pas toujours, on ne peut pas accepter que les odeurs agréables, ça peut être aussi des odeurs, mais dans l'été, certainement, il y a des odeurs qui remplissent un peu l'air, pas en ville, mais ailleurs, et sûrement. Donc là, au niveau auditif, si on reste en attente, on n'entendra plus rien. Donc uniquement, bientôt il y a la saison des appareillages ou je sais des, des, euh, des amphibiens
Normalement, les gens qui, à la campagne ou là où il y a encore de la nature, les grenouilles, les crapauds se mettent à chanter, se mettent à remplir la nature de leur voix. Et en fait, finalement, et ça, il n'est pas possible de l'entendre. La seule chose qu'il y a en ville, en dehors des petites mares, qu'il y a par exemple à Toulouse, le jardin japonais, là, il y a des crapauds, et donc ça, on peut entendre. Et c'est les seules personnes qui sont dans une position un peu particulière, c'est ceux qui habitent à côté du jardin des plantes et qui entendent dans la nuit les cris des oiseaux, notamment du paon. Voilà. Donc c'est des cris qui ne sont pas évidents, ça c'est strident, il faut s'habituer aux cris du paon la nuit. Et je ne sais pas s'il y a des dindes, des dindes, les dindes ça crie aussi la nuit. Mais en tout cas, il peut y avoir des cris la nuit, c'est le seul endroit. Quoique le paon n'est pas originaire de la région, c'est un être, c'est un étranger. Mais voilà, donc c'est la seule chose. Encore faut-il voir s'il y a encore des pans dans le jardin des plantes, au jardin des plantes. Et voilà, donc ça fait qu'une ville un peu muette, un peu muette, où il se passe rien, quoi, à part les cris des ivrognes ou de ceux qui ont qui ont accumulé trop d'émotions, qui ne peuvent pas faire autrement que de beugler. Voilà, le beuglement de ceux qui se laissent aller la nuit très tard et qui, d'une certaine façon, veulent marquer leur passage, si ce n'est marquer leur territoire, on va dire, pour aller vite.